Très bien, donc on reprend cet après-midi avec Bruno Dupont. Donc Bruno Dupont est à la fois enseignant-chercheur à la Haute École de la ville de Liège, chercheur au Liège Game Lab et aussi collaborateur scientifique au laboratoire d'études sur les médias et la médiation, donc le LEM. Il a défendu une thèse sur la représentation de l'ordinateur dans la littérature allemande actuelle. Et donc il va nous parler cet après-midi de poésie et d'utilisation poétique et des tropes un peu poétiques produites dans le cadre vidéoludique. C'est une thématique qui nous tient à cœur à Lausanne, avec notamment le Printemps de la poésie et le digital lyrique, qui sera d'ailleurs bien suivi par certains de nos collègues qui n'ont pas pu être présents cet après-midi. Et voilà, donc je te cède la parole. Bien, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors je commence. Cette petite communication, c'est le début ou la presque première, en fait la deuxième d'une nouvelle recherche qui s'intéresse à la poésie gamer. Et donc d'où le titre, la poésie gamer. Je vais essayer de montrer comment c'est une anti-traversée et comment ça participe à une création de savoir. Cette poésie gamer, d'abord, peut-être situons-la un petit peu. Le meilleur moyen, sans doute, d'y arriver, c'est de s'intéresser aux gens qui en parlent et qui l'utilisent, qui la publient. Par exemple, dans un article publié sur le blog du Centre de poésie de l'Université d'Arizona, William Ofaker, qui est un des 4 co-rédacteurs en chef du magazine en ligne Cartridge Lit, il explique de plusieurs manières différentes sa motivation à remplir cette tâche de co-rédacteur. Je vous éviterai la citation complète en anglais, mais en gros, il signale qu'il essaye de publier la meilleure ekphrasis, donc la meilleure description d'une œuvre d'art sur les jeux vidéo, et essayer de montrer la variété de ce sous-genre, comme il l'appelle. Il veut montrer aussi que les jeux vidéo sont des objets d'art qui valent la peine d'être montrés au plus grand public. Ça, c'est pour une explication générale sur le genre qu'il donne, sur sa pratique de rédacteur. Et il est aussi actif, comme beaucoup, comme écrivain, comme poète de poésie gamer, dont je parlerai après. Et il parle de ses inspirations, des auteurs comme B.G. Best, Sam Martone, Colette Arend et d'autres. Et il reprend l'idée de l'ekphrasis, aussi bien en prose qu'en vers, inspiré par des jeux vidéo, évoquant des jeux vidéo, participant de ces tropes du jeu vidéo, etc. etc. L'existence de cette revue, qui se consacre à publier, et là je la cite, The Best Lit, Fiction, Non-Fiction, Poetry, Inspired by Video Games, et plus particulièrement de la section Poésie, c'est qu'un exemple particulièrement parlant d'un nombre significatif de personnes qui écrivent, publient, lisent des poèmes qui sont inspirés par les jeux vidéo, là je cite encore, ou à propos des jeux vidéo en général, et parfois sur un jeu vidéo en particulier. Il y a certains qui publient sur un jeu vidéo, on y reviendra. Pour une partie de ces personnes-là, cette occupation, c'est un travail régulier, pas forcément ramenant beaucoup d'argent, mais régulier au sens où c'est une de leurs activités principales. Et pour d'autres, c'est une volonté ponctuelle des fans d'une franchise ou d'un titre vidéoludique. La revue dont je viens de parler, Cartridge Lit, qui est une revue en ligne, elle est née en 2014, mais en réalité, les racines de ce type de poésie-là remontent plus loin. La première publication au sens commercial du terme, ici j'entends publication papier, elle peut être située en 2004 avec l'apparition de Blue Wizard is About to Die, c'est une petite introduction à mon corpus, et puis qui a été assez peu épargnée par la critique. C'était une autopublication, c'est nécessaire d'être souligné, et le genre a finalement gagné une petite reconnaissance dans les milieux littéraires avec des publications suivantes, par exemple celle de But Our Princess is in Another Castle de B.J. Best en 2013, et puis du premier recueil européen, puisque c'est Jump and Run de Christian Schleuer en langue allemande. On voit qu'il y a un maillage de références, de liens interpersonnels, de citations entre les auteurs reconnus et les anonymes de cette poésie sur le jeu vidéo, au moins dans le domaine anglophone. Ça montre, selon des définitions discursives du genre littéraire, qu'on a affaire justement à un genre littéraire qui est encore émergent, mais qui existe déjà. Ce caractère naissant, il se vérifie dans le manque d'une appellation claire. On ne sait pas si on appelle ça un game poem, un gamer poem, de la video game poetry. Ce sont des termes qu'on rencontre indifféremment chez les praticiens, parfois plusieurs
ou plusieurs occurrences différentes chez une même personne, tout comme la combinaison simplement du nom du jeu plus poème, comme par exemple, on pourrait avoir Super Mario Poem, ce qui existe effectivement de nombreuses fois si on fait une simple recherche Internet. Cette combinaison-là, d'ailleurs, elle montre la parenté du genre avec des écritures du type fanfiction, où c'est aussi assez courant. Une autre filiation évidente du genre, c'est les références fréquentes à ce que, dans mon premier ou lointain projet de recherche, j'avais appelé le roman gamer. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses similitudes dans le modèle d'auteur et de lecteur entre le roman gamer et la poésie gamer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai choisi, sans aucune prétention à détenir le meilleur vocable, l'appellation poésie gamer. Pourquoi ? Parce que ça a l'avantage, à mon sens, de différencier ces formes d'autres formes, dont je vais parler par la suite, comme par exemple les game poems de Beau Ghost, ou d'autres qui font des choses qui se situent entre un jeu et un poème, donc plutôt des programmes informatiques. Ici, on a affaire à des textes. Au-delà de la présentation du genre, que je viens d'essayer d'esquisser, la question qui va guider l'exposé, c'est la suivante. Que permet, qu'implique la centration sur le jeu vidéo dans le cadre d'une œuvre poétique ? Cette question, elle me conduira à aborder une critique poétique qui est effectuée de la notion de traversée, ainsi qu'un rapport entre expérience, connaissance et compréhension dans le cadre de la culture vidéoludique. On commence tout de suite par cette notion d'anti-traversée, parce qu'à mon sens, pour situer pleinement la poésie gamer dans son contexte d'apparition, il faut sortir de l'écriture au sens strictement alphabétique du terme. En effet, le terme poésie, poème, il est utilisé depuis à tout le moins les années 80, en réalité déjà avant, par des artistes numériques pour décrire leur création, le plus souvent lorsqu'elles contiennent du texte. Pas toujours, mais la plupart du temps. La proximité historique entre avant-garde poétique et expérimentation informatique, comme chez le groupe de Stuttgart autour de Max Benz dès les années 50. Ici, on en a un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la poésie stochastique, donc des poèmes qui sont générés automatiquement par ordinateur. Ça semble être historiquement le premier, même s'il y a débat sur la question. Donc cette proximité historique entre l'avant-garde poétique et finalement l'avant-garde informatique, elle a sans doute facilité la porosité entre informatique, jeux vidéo, poésie. Ensuite, il y a eu une vague de littérature numérique qui s'est appelée comme telle, qui a connu l'art numérique dans les années 1990, début 2000. Elle a d'autant plus affirmé la réinstallation ou la nouvelle installation du texte alphabétique dans les œuvres numériques, ce qui conduit à de véritables poèmes interactifs qui sont souvent assumés comme tels. Un exemple que j'aime bien montrer, c'est Kill the Poem, un poème de Johannes Auer, dont le principe c'est d'avoir un pistolet et de tuer petit à petit, vous pouvez le tester, il est sur internet, c'est très drôle, et on tue petit à petit le poème jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, en choisissant le mot sur lequel on tire. Donc c'est ça que j'entends par un poème interactif. Dans notre contexte ici, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que de nombreux concepteurs et conceptrices de jeux vidéo décrivent leur pratique grâce à la poésie, principalement pour en souligner des aspects inhabituels, des aspects intrigants ou qui résistent à une compréhension immédiate. C'est ce qui ressort justement du discours d'escorte qui est produit par Jan Bogost, entre autres, autour de sa série de jeux A Slow Year, où il insiste très fortement sur le côté hautement condensé, je le cite, en signification et volontairement lent, encore une fois, les termes sont de lui, de sa conception du jeu vidéo. Cette lenteur, qui est vraiment beaucoup soulignée, elle rejoint d'autres qualités qui sont attribuées par ces créateurs et créatrices à la forme poétique. Il s'agit souvent de valoriser la contemplation plutôt que l'observation, la pensée pure plutôt que la réflexion, et l'expérience sensible plutôt que la résolution de problèmes. Donc on a ici affaire à une vision de la poésie, mais aussi en creux à une vision du jeu vidéo, ou du jeu vidéo que ces choses ne sont pas. Ce sont bien sûr des visions qui sont partielles, et liées aux préoccupations de ceux et celles qui l'utilisent à ce moment-là. Elles n'ont pas du tout vocation, à ce que je pense, à devenir une fois pour toutes des formes de langage, mais surtout à se positionner à un certain moment par rapport à ce qui existe et à ce qui pourrait exister. Elles tentent, ces définitions, de situer des pratiques en dehors de la dichotomie entre ergodique et non-ergodique qui sépare du jeu vidéo, la littérature au sens traditionnel du terme.
Donc là, je prends littérature au sens média imprimé, non interactif. On dit souvent que la division se trouve au niveau de l'ergodicité ou non. Mais déjà, si on lit les rares remarques qui sont consacrées par Arset à la poésie dans Cybertext, on voit qu'elle souligne en fait la différence de la poésie par rapport à des genres narratifs comme le roman hypertexte et sa difficulté de classification. C'est quelque chose que Arset dit vraiment en toutes lettres dans son ouvrage. Comme vous le savez, bien sûr, Arset il focalise sa distinction pour l'ergodicité sur l'idée d'un effort pour traverser, je le cite et je le traduis, le texte. Or, la poésie, et par extension les dispositifs ludiques qui se réclament de la poésie, elles remettent en question cette notion de traversée, soit dans une forme narrative, qui serait quelque chose comme une progression dans la connaissance d'événements qui forment un continuum dans le temps ou dans l'espace, soit dans une forme actionnelle, qui est le fait d'avancer le long d'une chaîne problème, résolution, résultat. En réalité, il y a souvent un mélange des deux, et c'est ça qui est remis en question. Selon une célèbre citation, une deuxième célèbre citation de Roman Jakobson, la poésie projette le principe d'équivalence d'un axe de la sélection sur un axe de la combinaison. C'est assez abscon dans ce sens-là, mais si on la décortique, ça veut dire que la poésie choisit comme principe de combinaison des éléments de sens, pas uniquement la possibilité qu'elles s'imbriquent de façon syntaxique ou sémantique, mais aussi leur propension à se répondre l'un à l'autre en raison de ressemblances formelles ou thématiques. Je mets les mots ensemble parce qu'ils vont bien ensemble, et pas parce qu'ils donnent une signification ou une grammaire ensemble, ou pas premièrement. Donc des règles qui sont les règles syntagmatiques, donc d'alignement des mots, qui sont des règles de progression, elles sont remplacées par des règles paradigmatiques de complication, de complexification. Évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire que ces poésies ne sont ni narratives ni décisionnelles. Elles soutiennent simplement que l'essentiel se trouve ailleurs. Ici, deux exemples qui, à mon sens, fonctionnent comme ça. Par exemple, les calligrammes et la poésie concrète. Les calligrammes, ici, un texte d'Apollinaire, voilà, la colombe poignardée et le jet d'eau. Là, c'est de la poésie concrète. C'est un poème de Reinald Döll qui s'appelle... Enfin, il y a plein de noms, mais on l'appelle souvent Apfelwurm, parce qu'il y a un petit ver qui se cache à l'intérieur de la pomme. Ces textes, il faut bien regarder. Ces textes, je peux très bien les traverser, je peux très bien les lire de bout en bout, comme une littérature non ergodique, mais ça ne m'apporte rien. Je peux très bien essayer de les lire comme littérature ergodique, mais ça ne va pas m'apporter grand-chose non plus. L'effort, il se situe plutôt dans une non-traversée, dans le cas d'Apollinaire, dans une oscillation entre la forme générale qui est visuelle du poème et la microstructure qui est alphabétique, sémantique du poème aussi, du calligramme. Et chez Döll, à mon sens, c'est un contraste entre centre et périphérie. Le centre étant le ver et la périphérie étant la pomme, c'est le contraste qui crée le sens du poème. De façon générale, pour revenir aux jeux vidéo qui se disent poèmes, ils expriment une défiance ou un mal-être vis-à-vis de la littérature comme traversée. Ils proposent soit une négation, soit une alternative, mais en tout cas une anti-traversée. C'est d'ailleurs pas un hasard si les walking simulators sont souvent décrits comme poétiques, parce qu'ils invitent à l'errance, à la flânerie, à la déambulation, et ils contredisent la traversée qui est téléologique par définition. Je traverse d'un endroit pour arriver à un autre endroit. C'était en guise de petite introduction à ces jeux qui se définissent par la poésie. Maintenant, je souhaite passer à la poésie gamer, ou en tout cas ce que j'entends par là. Au sens strict du terme, ce sont de courts écrits de création qui prennent comme thématique le jeu vidéo. Ils sont alphabétiques, en prose ou en vers, et ils mettent l'accent sur leurs propres caractéristiques formelles, parce que c'est le principe de tout poème. J'en présenterai ici 3 exemples, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui recouvrent selon moi 3 fonctions de ce type de littérature-là. On peut déjà noter que beaucoup de ces textes, ils évoquent des expériences passées du jeu poétique, donc pas le jeu vidéo, le jeu, qui sont souvent sans lien avec le futur. Donc il y a une déconnexion par rapport au futur, avec une tonalité nostalgique très forte,
ce qui semble rejoindre les expériences ludopoétiques à la Beau Ghost dont j'ai parlé juste avant. Pourquoi ? Parce qu'elle parle aussi de l'impossibilité ou l'exclusion d'une progression, ici au sens temporel, au sens du gain en sagesse peut-être, du gain en âge aussi. Par leur structure, si je commence par mon premier exemple, les poèmes qui sont publiés dans Blue Wizard is About to Die, donc le premier recueil de poésie gamer de Seth Flynn Barkan, il se rapproche de la plupart des poésies publiées sur Internet. Donc si vous faites des recherches sur Internet de poèmes gamers, c'est le genre que vous allez trouver. On a un jeu qui est exprimé, ou comme ici sous-entendu, il y décrit ses expériences de jeu. Jeu, J-E-U. Le titre des poèmes, c'est la plupart du temps celui du jeu dont il est question, comme ici par exemple Crazy Taxi, du nom du jeu d'arcade qui a été développé par Sega à partir de 1999. Et ici, ça fait plutôt référence, je pense, au premier opus. Donc, cette poésie, dont je vous lis une traduction qui n'a vraiment que pour but de faire comprendre le contenu, vous dit « C'est la longue route de l'usure, les doigts en pouce-pouce, combattre le temps, lutter pour les tarifs, couvrir la distance, comme quelque chose de griffu, se traînant farouchement, un puma motorisé conduit par un fou. » Et donc, tout le reste de la poésie est du même niveau, entendu au sens non jugeant du terme, c'est-à-dire une description de ce qu'on pourrait vivre dans une partie de Crazy Taxi. Et d'ailleurs, chose intéressante, l'auteur, ce qui n'est pas toujours le cas, a ajouté des illustrations qui sont de sa main et qui donnent encore une fois l'idée d'être à l'intérieur du jeu, d'avoir l'expérience du jeu. Ici, c'est juste un petit extrait, puisque ce poème, normalement, est plus long. Mais je pense qu'il suffit pour comprendre le fonctionnement limpide de ce type de poème. Comme le montrent les 2 points après le titre Crazy Taxi, c'est un ressenti individuel qui peut de temps en temps collectif, mais c'est plus rare, lors de l'utilisation du jeu. Cette simplicité, elle a d'ailleurs été régulièrement critiquée par les recensions professionnelles ou non de l'ouvrage, qui lui reprochent un manque de profondeur à cet ouvrage en question. Il s'agit donc d'une série d'ekphrasis, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit des descriptions d'œuvres d'art au sens tout à fait strict du terme. Ça, c'était un premier exemple, et historiquement aussi le premier à être apparu. Le deuxième dont je souhaite vous parler, c'est « But our princess is in another castle » de B.G. Best, qui a été publié en 2013. Là, la relation entre le titre des poèmes et le contenu des poèmes est déjà un peu plus complexe. Par exemple, ici, dans la plupart des cas, on a de nouveau des titres de jeux vidéo comme titres des poèmes. Mais ici, la relation est plus énigmatique, puisque le titre, c'est Journey, référence au jeu vidéo de 2012. Mais le contenu, qui parle d'un scarabée bosselé qui transporte à travers un pays de géologie mystérieuse et qui raconte finalement tout un voyage qui se déroule dans le monde réel, on se rend compte que c'est, si on lit les autres poèmes auxquels celui-là est relié, c'est vraiment une description assez longue d'un voyage qui a eu lieu dans le monde physique à travers le Canada et les États-Unis. Si on lit le chapitre entier, donc les autres poèmes qui constituent un des 5 chapitres du recueil, on se rend compte que ce sont des souvenirs très épars d'un voyage que le jeu poétique a effectué avec un ou une amie durant sa jeunesse. Encore une fois, ni l'origine ni le but ne sont clairs. Ce sont des impressions générales, comme ces géologies mystérieuses et des objets du quotidien qui retiennent l'attention. Par exemple, dans le poème qui précède Journey, qui s'appelle Pole Position, comme aussi le jeu vidéo, on parle d'un classeur à 3 anneaux qui attrapait les feuilles comme une dionée, la plante carnivore. Évidemment, ce sont des petits instants du quotidien qui sont censés faire référence au plus grand voyage. Le titre Journey, comme la plupart des autres dans les poèmes du recueil de Best, en fait, c'est un genre de clé de lecture et d'organisation du discours. Le voyage, il est fragmentaire, tout comme le sont la mémoire et le passé, et ces fragments ne peuvent être rassemblés et pourvus de sens qu'au moyen de l'expérience du jeu vidéo, qu'au moyen du titre qui vient un peu surplomber. Le jeu vidéo, il est présenté comme l'unique
méthode pour communiquer le passé et pour l'interpréter. Je termine ce tout petit tour d'horizon de la poésie gamer actuelle par un exemple qui est radicalement différent, vous le voyez déjà au niveau graphique, c'est celui de l'œuvre allemande Jump and Run de Christian Schleuer de 2017, c'est déjà beaucoup plus récent. Comme vous voyez, la structure, autant au niveau du poème que dans la succession des poèmes, puisque ici on peut voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais qu'il y a des panneaux qui envoient vers des autres levels, qui sont en fait des autres morceaux du recueil, et ce n'est pas dans un ordre ni chronologique, ni spatialement organisé de façon logique. C'est ni chronologique, ni logique. Donc cette structure, c'est celle du genre que le titre de l'ouvrage annonce, donc le genre Jump and Run, un jeu de plateforme, ici plateforme à échelle, à la façon de Donkey Kong, auquel le texte fait d'ailleurs référence de nombreuses fois, le paratexte aussi. J'ai pris les recueils si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Jump and Run, avec ses échelles, il renoue finalement avec la tradition du texte ergodique dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit, d'ailleurs comme le premier poème l'indique, puisque le premier poème il s'appelle Tutorial, de trouver son propre chemin parmi des possibilités qui sont offertes par les règles du texte et d'éviter les chemins interdits ou impossibles. Comme vous le voyez ici, à certains endroits, il y a des petits panneaux qui disent « vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là, vous pouvez aller dans l'autre sens ». Il y a des flèches, des escaliers, et au début du livre, du recueil, le tutoriel explique les différentes règles de fonctionnement du livre. Jump and Run, il se présente effectivement comme un déplacement, ici c'est différent par rapport au précédent, qui suit certaines règles. C'est d'ailleurs ce même déplacement, on pourrait dire traversée, qui constitue la découverte proposée par le texte. C'est la conception du vécu, donc du vécu qui est raconté, de la ville, parce que la plupart des événements se déroulent au cours d'un déplacement à travers la ville, et du texte lui-même comme un mouvement, un voyage. Cette conception, finalement, c'est le sens du texte. Le sens du texte, il se trouve dans la structuration. À de nombreux moments, le poème « Jeu », il tente de perdre son lecteur, parce qu'au fur et à mesure de ces différents panneaux de signalisation, on arrive à des endroits différents, on recule énormément, ce qui est extrêmement frustrant. Ça repousse l'arrivée à la fin du recueil qu'on croyait voir venir par l'avancée dans les pages, et ça nie très fort la causalité entre les choix et les mouvements. C'est impossible de prévoir pourquoi on va aller à quel endroit, c'est vraiment un dispositif frustrant. Pour revenir à la définition d'Arcet, il y a traversée, d'une part, il y a effort, mais l'accumulation d'efforts et de traversées, ou plutôt l'accumulation des efforts, ne mène pas rationnellement à cette traversée. Le concept de traversée n'est donc pas nié, mais il est remis en question d'une façon qui est méta-réflexive. Évidemment, on ne pourrait pas en arriver à la fin sans une petite proposition de conclusion. Cette conclusion, j'aimerais la résumer en 3 formules. 3 formules qui schématisent les relations entre les titres et les genres de jeux vidéo qui sont cités par les différentes œuvres de poésie gamer abordées dans mon exposé. Pourquoi je parle de titres et de genres de jeux vidéo? Parce que Jump and Run, lui, il n'utilise quasiment pas de titre, mais l'appellation Jump and Run, c'est une appellation générique. Donc chacun de ces textes, c'est, à mon sens, la résolution d'une équation qui comprend une inconnue. Par exemple, dans les poèmes de Blue Wizard is About to Die, le premier dont j'ai parlé, on a l'expérience de jeu. Elle est indubitable, elle est solide, elle est fiable. Elle est combinée à une compréhension, c'est-à-dire à la faculté d'agencer les éléments de la pensée. Le déroulement est clair, il n'y a pas d'hésitation, par exemple, sur la valeur des souvenirs. Et ça aboutit à la reconstruction d'une connaissance de ce qu'est le jeu vidéo. Le jeu, si on devait exprimer ce que nous dit ce livre, c'est la somme des expériences que j'en ai, qui sont accessibles à ma mémoire et à mon intelligence. C'est différent dans But Our Princess is in Another Castle, je vais y arriver, puisque c'est justement cette intelligence, en tant que capacité à ordonner, et donc en tant que prise de l'être humain sur son environnement, qui fait défaut. Le présent, il est déjà quasiment absent, et le passé lui-même est fragmentaire, désorganisé. La compréhension manquante de ces débris, elle ne peut s'effectuer par une combinaison d'expériences de jeu. Ça, le
le jeu en dispose, et la connaissance de l'ensemble des références vidéoludiques, tous ces jeux vidéo qui sont égrenés par leur titre au cours du recueil. Ça constitue, donc ces connaissances des références vidéoludiques, une mémoire, un fond culturel. Le message serait ici différent, puisque ce serait quelque chose comme « je peux comprendre le réel si j'y applique la grille de lecture des jeux que je connais de manière sûre, et qui constituent mon réservoir d'expérience, mon réservoir auquel me raccrocher ici. » Le dernier cas, Jump and Run, il contient déjà la compréhension, puisque l'organisation elle est dictée par les règles qu'on dit tout au début et qui sont comprises dans l'idée du Jump and Run. Ces règles sont lexicalisées au sens où on l'a utilisé dans la conférence collective du Game Lab. Ce qu'on a aussi, c'est la connaissance des références vidéoludiques et des connaissances de la vie quotidienne qui sont égrenées au fil du recueil. Ce sont des expériences finalement très, très triviales de la vie quotidienne, comme se déplacer à travers la ville. Ce qui est calculé sur la base de ces données, pour revenir à l'idée de formule, c'est l'expérience. Le principe du voyage, du mouvement orienté, ça devient le ressenti primordial du quotidien, du jeu et de la poésie de façon plus large, dans une esthétique de l'action telle que décrite par Vella pour le jeu vidéo. Pour conclure la conclusion... Il faudrait vraiment que ça soit la conclusion de la conclusion. Eh bien, c'est la conclusion de la conclusion. On a ce joli petit schéma, mais si on résumait ces trois catégories de poésie gamer en une, sans perdre de vue les usages de la poésie comme un moyen de penser la création vidéoludique, il semble que toutes ces visions, elles nous présentent le jeu vidéo non seulement comme un moyen de transmettre du savoir, ça on l'a dit au cours du colloque, ou de l'information, mais aussi comme un moyen de créer ce savoir. Parler le jeu vidéo, c'est pas uniquement situer des données dans un système de référence, mais bien fournir des unités, des structures et des percepts qui participent à l'établissement de la pensée. En tant que langage référentiel au sens de Jacobson, qui attire l'attention sur sa propre condition de langage, la poésie n'escamote pas le processus de cet établissement au profit d'un produit fini. Elle le met à jour, elle invite à en rejouer indéfiniment l'élan créatif. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation. Il nous reste juste 3 minutes. On va essayer de ne pas autoriser trop de questions, entre guillemets, pour pas trop déborder. Mais s'il y a des questions, évidemment, sont les bienvenus. Super, ce sujet de la poésie du jeu vidéo, je ne connaissais pas du tout, c'est extrêmement riche. Et en entendant le sujet et ta classification, en fait, je me suis demandé si tu allais t'intéresser dans ton étude au cas où c'est plus des mots, mais c'est des règles ou des ludèmes, des aspects spécifiques de jeu qui seraient mis... avec une syntaxe poésie qui pourrait éventuellement rimer avec des séquences et puis à la fin, je sais pas. Enfin, tu voudrais dire dans le cadre d'une œuvre, on va dire plutôt publiée sur papier, ou plutôt dans le cadre d'un programme informatique? D'un programme informatique, oui. Ça, je pense que c'est vraiment l'intérêt. Et là, je ne parle pas du tout de moi, mais de cette idée de l'UDEM. C'est qu'elle permet de réanalyser finalement des questions comme par exemple des questions de la rime, des questions du vers et de la prose, des questions finalement d'organisation horizontale, verticale des textes au sens très large du texte, au sens très large du mot, comprenant par exemple des jeux vidéo. Et donc cette notion de l'UDEM, je pense, moi j'y ai pensé plutôt dans l'autre sens, en me disant que tous ces livres, finalement, si le langage qui est à l'intérieur fonctionne, c'est parce qu'il s'appuie sur cette reconnaissance de cet objet vidéoludique fonctionne comme ça et permet ça en termes de mouvement, en termes d'interaction, mais on pourrait très bien, à mon sens, remonter dans l'autre direction. Je pense par exemple plutôt vis-à-vis de mes spécialités, dans le domaine de la poésie interactive, dans le domaine du roman, alors il y a plein de noms, mais du roman hypertexte pour dire un des noms. Il me semble que dans ce sens-là, oui, il y a vraiment une application de cette notion-là, oui. À voir si on peut l'appliquer telle qu'elle ou s'il faut la redéfinir, mais je pense que l'idée, en tout cas, de quelque chose de minimal qui crée le jeu, ça marche bien dans un sens comme dans l'autre. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, on peut l'applaudir encore une fois.